quartier de Harlem, New York, 21 février 1965, il est 15 heures. En plein milieu d'un meeting politique, Malcolm X est abattu de 16 balles dans le corps. Il meurt quelques minutes plus tard, il a 39 ans. Depuis près d'un an, le leader noir se savait menacé par ses anciens compagnons de lutte, la Nation of Islam. Ce jour-là, ils éteignent la voie de la libération pour des millions d'Afro-Américains. We declare our right on this earth to be a man, to be a human being, to be respected as a human being, to be given the rights of a human being, in this society, on this earth, in this day, which we intend to bring into existence by any means necessary. Malcolm, to me, is Pour moi, Malcolm est un dieu to a vivant. God walking the earth, if you can understand. Malcolm Il a rendu leur dignité raciale aux Afro-Américains. racial integrity of African Americans. Malcolm nous a rendu notre dignité humaine. Beingness back. Pour moi, la chose la plus importante qu'il ait accomplie, c'est qu'il a réussi à nous libérer de notre peur. Parce que pour conditionner et fabriquer des esclaves, il faut leur faire peur. Et c'est ce qu'ont fait les États-Unis. Malcolm nous disait, le blanc n'est qu'un être humain. Ce n'est pas un arbre, ce n'est pas une montagne. Ce n'est rien d'autre qu'un simple homme blanc. S'il se coupe, il saigne tout comme vous. S'il pète, il pue comme vous. Mais il a réussi à créer un monde virtuel dans lequel vous vous prosternez à ses pieds. Mais à partir d'aujourd'hui, c'est terminé. « 21 mai 1964, 9 mois avant sa mort. Le leader noir le plus controversé de l'histoire des États-Unis rentre d'un pèlerinage à la Mecque. Well, I'm a Muslim. Islam is my religion. And it's my intention to try and spread Orthodox Islam among the Afro-American community and people, period, in this country, because I think it's the only thing that creates brotherhood. Do you feel that your message, apparent message of love that you brought back from Islam is the real reason they're after you, because you're not hating as hard as they want you to? Well, I never did hate anybody hard. Je n'ai jamais haï personne. Ces quelques mots dans la bouche de Malcolm X font l'effet d'une bombe. Les médias américains préparent leur gros titre. Le chantre de la Black Pride ne hait plus les Blancs. Lui qui a pourtant toutes les raisons de détester la société américaine. Né Malcolm Little en 1925, il grandit dans une Amérique où le noir est encore le négro. Au nord, l'American Dream s'arrête aux frontières des ghettos noirs. Au sud du pays, c'est ouvertement l'apartheid et le lynchage est un sport de détente. En Amérique, on appelait ça la ségrégation. Mais en fait, ce n'était rien d'autre que de l'apartheid. Les Noirs n'avaient pas le droit de faire leurs courses dans les mêmes magasins que les Blancs. On ne pouvait pas fréquenter les mêmes restaurants. On ne pouvait pas utiliser les mêmes arrêts de bus ou les mêmes terminaux d'aérogare. Quand un Blanc et un Noir se croisaient sur le même trottoir, le Noir devait descendre dans le caniveau pour laisser passer le Blanc. C'était la règle. Ça semble ridicule, fou, mais c'était ça l'Amérique. Issu d'une famille de militants, Malcolm X découvre très tôt le prix de l'insoumission. Mon grand-père a été victime d'une organisation raciste blanche, la Légion Noire. Ils ont commencé par le pendre, mais la branche s'est cassée. Ils l'ont alors attaché sur les rails de la voie ferrée. Il a été pratiquement coupé en deux par le train, mais comme il n'était pas tout à fait mort, ils l'ont achevé au revolver. Quand ma grand-mère a réclamé l'argent de l'assurance, on lui a refusé en disant que c'était un suicide. C'était à elle de prouver qu'il s'agissait d'un meurtre. Et évidemment, dans le Michigan des années 30, impossible d'accuser des Blancs. Après ça, elle a sombré dans une profonde dépression. L'État l'a fait interner et a séparé tous les enfants, dont mon père.
Très jeune et révolté, Malcolm entre de plain pied dans la délinquance. Toxicomane, cambrioleur, il est condamné à 8 ans de prison pour vol avec effraction. En détention, Malcolm Little est séduit par un groupuscule sectaire afro-américain, la Nation of Islam, curieux mélange de religion musulmane et de mystique de bazar. Le dirigeant, Elijah Muhammad, se présente comme messager d'Allah. L'avènement du royaume de Dieu est proche, le démon blanc va retourner au néant, et l'homme noir, être supérieur, dominera le monde. Monsieur Mohammed enseignait que la Bible était une prophétie et non un document historique. Pour lui, les prophètes avaient fait des prédictions cachées dans les Écritures. Et Malcolm croyait à cette conception de la religion. Il pensait qu'il était le saint Paul de la prophétie et que Monsieur Mohammed était Jésus. Et ça lui a donné une détermination et une assurance que les gens ordinaires n'ont pas. Malcolm sillonne les États-Unis pour prêcher la bonne parole. Donnie Williams et Harold Hyman, 2 anciens membres de la Nation of Islam, se souviennent de ses débuts à Philadelphie. C'est là. C'était la maison où il vivait. On est allé le récupérer au train qui venait de New York et on l'a emmené ici. Et Malcolm s'est installé. Malcolm ne prononçait quasiment jamais le nom d'Elijah Muhammad sans son titre, l'honorable Elijah Muhammad. Il lui était complètement dévoué. Il était vraiment prêt à tout pour développer l'organisation et porter l'enseignement d'Elijah Muhammad auprès du grand public. Le fils d'Elijah Muhammad disait de Malcolm qu'il était le disciple parfait. C'est vrai. C'était le disciple parfait. Dans les années 50, l'arrivée de Malcolm X bouleverse le monde politique et les organisations pour les droits civiques. À l'époque, Martin Luther King occupe le devant de la scène. Mais pour Malcolm X, King et sa clique ne sont qu'une bande de bourgeois ringards vendus à l'establishment blanc. Lui veut changer le monde. Quand Luther King dit non-violence, Malcolm X rétorque autodéfense. Quand Luther King rêve d'égalité et d'intégration dans la société blanche, Malcolm X répond autosuffisance politique et économique. Le porte-parole de la Nation of Islam propose une séparation complète des races et la création d'un État noir indépendant. Dans les ghettos noirs, Malcolm X devient le porte-parole de la revanche. The Honorable Elijah Muhammad teaches us that God now is about to establish a kingdom on this earth based upon brotherhood and peace. And the white man is against brotherhood and the white man is against peace. His history on this earth has proved that. Nowhere in history has he been brotherly toward anyone. The only time he's brotherly toward you is when he can use you, when he can exploit you, when he can oppress you, when you will submit to him. And since his own history makes him unqualified to be an inhabitant or a citizen in a kingdom of brotherhood, the Honorable Elijah Muhammad teaches us that God is about to eliminate that particular race from this earth. Je militais dans les organisations pour les droits civiques. Et la première fois qu'on a entendu Malcolm, on s'est dit « mais quel raciste !» La première fois que j'ai mis les pieds à la mosquée, j'ai eu tellement peur que j'ai failli pisser dans mon pantalon. Je me suis dit « mais c'est pas vrai, le FBI va venir embarquer tout le monde !» Il fallait absolument que je lui parle. Je suis si petite que j'ai réussi à me faufiler entre ses gardes du corps. Je me suis glissée derrière lui et je lui ai tapé sur l'épaule. Il s'est retourné et je lui ai dit « Monsieur X, vous avez peut-être raison sur certains points, mais moi je ne suis pas d'accord avec la plupart des choses que vous dites. » Et là, il m'a regardé avec ce regard incroyable, un regard qui vous transperçait les yeux, un regard qui vous transperçait le cerveau, qui vous transperçait le cœur. Et il m'a dit, un jour, tu comprendras, ma sœur. Bientôt, l'Amérique blanche met un visage sur les cris de révolte des ghettos. Malcolm Little devient Malcolm X. What is your real name? Malcolm X. Is that your legal name? As far as I'm concerned, it's my legal name. Would you mind telling me what your father's last name was? My father didn't know his last name. My father got his last name from his grandfather, and his grandfather got it from his grandfather, who got it from the slave master.
On entendait Malcolm tous les jours, à la radio, à la télévision. Il a su utiliser les médias comme personne. C'est comme ça qu'il a pu faire diffuser partout son message. Nous ne resterons pas les bras croisés pendant que notre peuple subit l'apartheid et la tyrannie. Pourtant, en mai 1964, à son retour de la Mecque, Malcolm X change de ton. Il revient du Moyen-Orient avec une autre vision du monde et du rapport entre les races. Vision bien éloignée de celle de la Nation of Islam. Mon père a découvert le véritable islam. Il a vu des Asiatiques, des Européens, des Africains prier côte à côte et il a pu s'asseoir à leur côté sans sentir de réaction de rejet. Ce pèlerinage, ça a complètement changé sa vie. Il a découvert le monde. Il a compris qu'il fallait traiter le problème racial aux États-Unis dans un contexte beaucoup plus vaste, celui des droits humains à travers la planète. Est-ce pour autant une véritable révélation? Ou, habile tacticien, a-t-il un autre plan? Frère Malcolm était tout sauf un idiot. Il savait pertinemment que les Noirs ne s'en sortiraient jamais en formant une communauté fermée sur elle-même. Il nous fallait des alliés pour faire avancer le combat. À ma connaissance, Malcolm n'aurait jamais changé au point de faire confiance aux Blancs. Des alliances et de la confiance, Malcolm X en a bien besoin en ce mois de mai 1965. C'est un homme isolé qui vient de rentrer aux États-Unis. Il cherche alors à se créer un nouveau réseau d'influence pour développer son mouvement, l'Organisation pour l'unité afro-américaine. Après la conférence de presse, Abdul-Razak et lui sont allés au centre-ville, louer des bureaux dans l'hôtel Teresa. Les bureaux étaient ici, au deuxième étage. Il disait qu'il considérait toujours la solution d'Elijah Muhammad comme la meilleure pour les Afro-Américains. Et cette solution, c'était de se séparer des Blancs. Mais maintenant, il était prêt à travailler avec toutes les forces et tous ceux qui voulaient le suivre. Son soutien, il le trouve dans les États africains qui viennent d'acquérir leur indépendance. Son but est de rassembler tous les peuples noirs d'Afrique et d'Amérique contre l'oppression des pays de l'Occident. They say that the most powerful bloc in the UN are the African-Asian bloc. These are the poor nations. Yet they carry more weight in this political body than the nations do who have all the money. Why? Because no matter how wealthy America is, she only has one vote. You and I have to look at this and understand this, that the ballot is as powerful as the bullet. At least they're both important. And if you don't use the ballot, you're going to have to use the bullet. Nous sommes au nouvel Audubon Ballroom. Le bâtiment a été rénové. C'est ici que Malcolm X tenait ses meetings. La plupart du temps, ça avait lieu le dimanche. À chaque fois que Malcolm venait parler, il y avait au moins une foule de 500 ou 600 personnes. Tout le monde était très excité, surtout nous qui étions membres de son organisation. En particulier les jours où il faisait venir de grandes personnalités comme Mohamed Babou, le révolutionnaire de Zanzibar. Bientôt, son aura dépasse largement les frontières des États-Unis. Ironie de l'histoire, un Malcolm X indépendant se révèle plus dangereux encore pour ses ennemis, car 2 mois auparavant, il a officiellement rompu avec la Nation of Islam. Quand est-ce que les choses ont commencé à mal se passer entre Malcolm X et Elijah Muhammad? Quand Ronald Stokes a été tué, c'était clair et net. Pure and simple. Ronald Stokes, un disciple de la Nation of Islam, est tué lors d'un contrôle de police. L'homme est abattu alors qu'il a les mains en l'air. Le contrôle était sans motif. À l'époque, la bavure fait scandale. Monsieur Mohammed l'a répété plusieurs fois et il l'a même écrit noir sur blanc. Il nous disait « Vous voyez ces hommes? Ce sont des musulmans.
Ce sont les fruits de l'islam. Si vous tuez l'un d'eux, vous devez mourir. Vous serez assassinés parce qu'ils sont le bien le plus précieux de l'islam. Tout le monde craint une escalade de la violence. Fidèle à ses principes, Malcolm X se rend sur les lieux et il lance un avertissement clair aux forces de l'ordre. We do not endorse Martin Luther King's philosophy of turn the other cheek. We don't turn the other cheek to anyone. And it should be made known that anytime these brothers are attacked, when they know they're in the right, those brothers have the right to retaliate to the fullest extent of their ability with the help of our God. La Nation of Islam fait publier une simple protestation et jette le discrédit sur son porte-parole. Malcolm X, le chantre de la loi du talion, doit s'incliner et tendre l'autre joue. Pour certains, le camouflet tombe à point. Malcolm a de nombreux ennemis au sein même de la Nation qui s'inquiètent de son immense popularité. Les textes étaient ceux d'Elijah Muhammad, mais c'était un homme tout petit, tout souffreteux, et quand il faisait un discours, c'était complètement plat. Il était asthmatique en plus au dernier degré. Il lui fallait un porte-parole. Et voilà mon père, intelligent, charismatique, époustouflant, beau. Il excitait les femmes pendant ses discours. Quelques-unes avaient même des orgasmes. Et ça se voyait. Je pense que Malcolm en avait conscience. C'était ça le type de charisme qu'il avait. La jalousie n'est pas la seule raison. À l'époque, la Nation of Islam est aussi ravagée par l'hypocrisie et la soif d'argent. I was not looking to get the gift myself. I only wanted you to see how righteous people, how they value wealth. They don't value gold and silver like you. They take it and build homes and even out of it. Now here is a whole mosque. La Nation of Islam gaspillait l'argent des donateurs en futilité. À Chicago, au siège de l'organisation, les dirigeants se payaient des vêtements de luxe, de grandes maisons, de grosses voitures et tout le reste. Malcolm, lui, dénonçait violemment ce comportement. Quand l'honorable Elijah Muhammad est tombé malade en 1962, on a tous cru qu'il allait mourir. Les journaux ont alors spéculé que Malcolm X serait désigné comme le successeur légitime. Mais c'est là que la famille a commencé à s'affoler. Ils se sont dit, attendez, on a trop de choses investies ici, on va perdre notre vache à lait. L'honorable Elijah Muhammad considérait Malcolm comme son 7e fils, et ils ont tout mis en œuvre pour briser leurs liens. Pour consommer la rupture, il ne manque plus qu'un prétexte. L'assassinat du président Kennedy, le 22 novembre 1963. Elijah Muhammad a interdit à ses disciples de commenter l'assassinat de Kennedy. Le messager craint de se mettre à dos une grande partie de la communauté noire qui a fait bloc derrière le président démocrate. Mais Malcolm X passe outre et crée l'événement, une fois de trop. Un journaliste lui a demandé ce qu'il pensait de l'assassinat du président Kennedy. Malcolm a commencé à s'expliquer, puis il a conclu en disant « Pour moi, cet assassinat n'est qu'un juste retour de bâton. Et un juste retour de bâton ne me rend jamais triste. Ça me rend toujours heureux. J'étais en poste ce jour-là à Manhattan. Ça s'est passé devant moi. C'est moi qui l'ai appelé pour lui dire « Des journalistes sont là. On les laisse entrer ou on les met dehors ?» Il m'a dit « Non, laisse-les venir. »
L'establishment blanc de l'époque a complètement déformé ses propos. Ils ont dit « Ah, il déteste tous les blancs et il est content que le président soit mort ». C'est pas du tout ce qu'il a dit. Ce qu'il voulait dire, c'est « Voilà un pays qui opprime le reste de la planète avec le colonialisme, qui pille les ressources des autres nations, qui opprime les communautés indigènes, qui crée des guerres, qui décide de qui va avoir des médicaments ou pas, qui va recevoir de l'aide ou pas. Et voilà, aujourd'hui, ça leur revient en pleine poire. » La réponse de la Nation of Islam ne se fait pas attendre. 2 semaines plus tard, Malcolm X est suspendu de ses fonctions. Tout le monde croyait que Malcolm serait de retour au bout de 90 jours. Mais avant la fin de la suspension, certains frères ont commencé à dire « Ne l'appelez pas Malcolm, appelez-le le rouquin ». Il n'a jamais été un disciple du messager. Il mérite la mort. Je me suis dit, quoi? La mort? Non, c'est pas possible. C'est là que j'ai appelé Malcolm. J'ai fini par réussir à le joindre, mais il m'a ri au nez. Il m'a dit, mais non, personne ne veut me tuer. Je ne suis pas un musulman du dimanche. J'ai donné 12 ans de ma vie à cette organisation. Je lui ai dit, eh bien, la tension est en train de monter. Et il parle de vous descendre. Bientôt, on se passe le mot dans toutes les mosquées de la Nation of Islam. Voilà, c'est ici. Ici, c'était notre première mosquée. Le temple, comme on disait à l'époque. Oui, le temple numéro 12. Ici, ils ont commencé à nous dire qu'on ne devait plus prononcer le nom de Malcolm dans les lieux de prière. Ils l'ont balancé comme une vieille chaussette, alors que c'est grâce à lui que l'organisation en est là aujourd'hui. Je n'arrive pas à comprendre comment ils ont pu se retourner contre cet homme du jour au lendemain. Je me suis dit, ce n'est pas normal. C'est le moment de partir, à moins que quelqu'un m'explique ce qui est réellement en train de se passer. C'est là que tout s'est aggravé. Les menaces de mort par téléphone sont devenues régulières. Des choses comme « on va te tuer et on va faire sauter ta maison ». Et cela même avant qu'elle ne soit incendiée pour de bon. En plus, le FBI et les services secrets ont vraiment traîné les pieds pour le placer sous protection. La tension monte entre les partisans de Malcolm X et ceux de la Nation of Islam. Malcolm X contre-attaque. En juin 64, il lâche une bombe. Elijah Muhammad, le messager de Dieu, aime bien la chair fraîche. They're afraid that I will tell the real reason that I'm out of the black Muslim movement, which I never told. I kept to myself. But the real reason is that Elijah Muhammad, the head of the movement, is the father of 8 children by 6 different teenage girls, 6 different teenage girls who were his private personal secretary. The truth is, en vérité, Malcolm connaissait l'histoire des filles depuis longtemps. Elles n'ont rien à voir avec la rupture. Même moi, j'étais au courant. La rumeur a commencé à courir dès 1958. D'ailleurs, 2 des filles étaient d'anciennes compagnes de Malcolm. En tout cas, celle qui s'appelait Evelyn, c'est sûr. Ils ont même été fiancés. Donc Malcolm était parfaitement au courant pour les filles. La raison pour laquelle cette histoire est devenue un scandale, c'est que Malcolm avait besoin d'arguments pour contre-attaquer. Il voulait organiser un procès en reconnaissance de paternité contre M. Mohammed. Les filles avaient quitté Phoenix en Arizona pour s'installer à Los Angeles. Un dimanche, je me suis rendu sur place pour leur faire signer une déclaration officielle certifiant que M. Mohammed était le père des enfants. Et les filles ont accepté de signer. Devant l'ampleur du scandale, l'entourage d'Elijah Muhammad s'affole. Désormais, la stratégie est claire. Faire taire Malcolm X. Mon oncle était à Los Angeles. Il s'était déplacé pour une interview à la radio, je crois. Pendant qu'il était en voiture, un homme noir a essayé d'agripper sa portière pour l'ouvrir. L'homme était armé, mais il n'y a pas eu d'échange de coups de feu. Et d'ailleurs, ça nous est arrivé aussi une fois, ici à Boston. Il croyait que mon oncle était en voiture avec nous. Avec 2 ou 3 véhicules, ils ont essayé de nous couper la route dans le tunnel qui mène à l'aéroport. Mais heureusement, ce jour-là, j'avais mon flingue. Leur but était de rendre Malcolm fou.
Il voulait se servir de son affection pour M. Mohammed pour le déstabiliser. Surtout qu'il savait que la maladie mentale courait dans sa famille. Sa mère était internée en hôpital psychiatrique. En le mettant constamment sous pression avec leurs menaces de mort, ils espéraient le faire craquer. Malcolm X est désormais un homme traqué. En août 64, soit 7 mois avant sa mort, il est au Caire pour assister au sommet de l'OUA, quand il est victime d'une première tentative de meurtre. Sa vie est en danger. Il se cherche des appuis pour rester en vie. Il sait très bien qu'on veut le tuer. Au Caire, ils ont essayé de l'empoisonner, à la propre table d'Abdul Nasser, pour l'amour du ciel. Certains ont dit que c'était pour semer la zizanie entre la communauté afro-américaine et les pays musulmans. Ils n'ont jamais réussi à retrouver le serveur qui a apporté la nourriture. Le rapport médical a dit que Malcolm avait ingéré suffisamment de poison pour tuer 10 personnes. Il s'en est sorti, mais ça l'a définitivement affaibli. Aujourd'hui encore, l'énigme reste entière sur les commanditaires de cette mystérieuse tentative de meurtre. Comment imaginer que la Nation of Islam ait pu monter une telle opération à des milliers de kilomètres de sa base? Mais alors, qui d'autre veut la peau de Malcolm X? 6 mois plus tard, un autre événement troublant survient lors d'un voyage à Paris. Nous sommes le 9 février 1965. À sa descente d'avion, Malcolm X est refoulé. Les Français ont-ils subi des pressions extérieures? Ont-ils été prévenus d'un drame imminent et ont-ils voulu éviter qu'il ait lieu à Paris? Ou était-ce tout simplement Maurice Papon, préfet de police, qui voyait d'un mauvais œil l'arrivée d'un agitateur afro-américain? En tout cas, l'événement fait couler beaucoup d'encre. Aujourd'hui encore, il alimente les rumeurs à propos de l'assassinat de Malcolm X. À son retour aux États-Unis, nous sommes venus l'accueillir à l'aéroport. Nous sommes rentrés ensemble. Et dans la voiture, Malcolm nous a dit quelque chose de très étrange, quelque chose comme ça. Vous savez, je viens de réaliser que je me suis trompé. J'ai toujours dit que mes problèmes venaient de Chicago. En fait, je viens de découvrir que ce n'est pas le cas. On lui a dit, mais alors d'où ça vient? Il a pointé un doigt vers le sud et il a dit Washington. Quand je l'ai vu la dernière fois, j'étais au bord des larmes, vraiment au bord des larmes. Il m'a dit qu'on ne pouvait plus se fier à personne et il m'a conseillé de quitter le pays. Il était complètement abattu. Il savait que le gouvernement projetait d'éliminer tous nos leaders. Un plan pour éliminer les leaders noirs? Depuis sa séparation avec la Nation of Islam, Malcolm X multiplie les déclarations et les gestes d'ouverture vers les forces progressistes du pays. Il se rapproche de son ancien ennemi juré, Martin Luther King. La simple idée d'un rapprochement entre Martin Luther King et Malcolm X donnait des sueurs froides au FBI. En 1965, dans une note interne des services de renseignement, Edgar Hoover dit clairement qu'il faut empêcher à tout prix l'émergence d'une icône noire capable d'unir tous les Afro-Américains. Selma, Alabama, 3 semaines avant l'assassinat de Malcolm X. Dans cet État du Sud encore en proie à la ségrégation raciale, Martin Luther King organise une action coup de poing. Well, our campaign here in Selma is to do a very simple yet important thing, namely to get the right to vote. I order you to disperse, otherwise you're under arrest for contempt of court. Shall we stand in prayer until the time is given for us to disperse by this sheriff breaking Judge Thomas's order? L'opération tourne à l'émeute. Le révérend lui-même est arrêté. Malcolm X crée une nouvelle fois l'événement.
Il débarque à Selma pour soutenir Martin Luther King. Malcolm est allé voir la femme du Dr King. Il lui a dit « Vous savez, je ne suis pas là pour créer la polémique. Je respecte le révérend King. Je suis juste venu ici pour le soutenir. Mais il faut que vous compreniez que mon rôle, c'est d'être à la gauche du mouvement. Mon but, c'est d'effrayer les Blancs américains pour qu'ils négocient avec le révérend King. » Le révérend King et lui ont eu un entretien téléphonique de plus de 2 heures. Et je sais que le Dr King a envoyé son avocat aux réunions organisées par Malcolm. Le but était d'accuser les États-Unis, devant l'ONU, de génocide contre les Afro-Américains. Attaquer les États-Unis pour génocide. En pleine guerre froide, ce serait une véritable catastrophe pour l'image du pays. Mais Malcolm X est résolu à aller jusqu'au bout. Grâce à ses relations avec les nouveaux États africains, le leader radical provoque l'ouverture d'un deuxième front diplomatique. Je vais vous dire quand ils ont décidé d'en finir avec lui. Les États-Unis, la Belgique, l'Angleterre, et je ne sais plus si la France était de la partie. Ces pays ont mené une grosse intervention militaire pour protéger des religieuses blanches menacées par de sauvages Africains, comme on disait à l'époque. Grâce au travail de fond de Malcolm X, 2 diplomates africains ont déclaré aux Nations Unies « Si les USA ont le droit d'envoyer des troupes en Afrique pour protéger des nonnes blanches, alors nous avons le droit d'organiser une opération militaire pour aider les Noirs qui se font massacrer au Mississippi. » C'était la première fois qu'on entendait une chose pareille. 14 février 1965, à 2 heures du matin, des inconnus jettent des cocktails Molotov sur le domicile de Malcolm X. Immédiatement, tous les soupçons se tournent vers la Nation of Islam. Coupable idéal, puisque depuis plusieurs mois, l'organisation dispute à Malcolm X la propriété de la maison. Il était furieux. Il a mis en cause la Nation of Islam. Il pensait que c'était eux qui avaient attaqué sa maison. Vous imaginez? Il s'est retrouvé en sous-vêtements dans la rue, au milieu de la nuit, avec sa femme qui lui passait les enfants par la fenêtre. L'enquête sur l'incendie est classée sans suite. 1 semaine plus tard, Malcolm X est assassiné. C'était évident que ses jours étaient comptés. Il a réagi comme n'importe quel être humain. Il essayait de faire tout ce qu'il pouvait dans le temps qui lui restait. Il s'inquiétait aussi beaucoup pour l'avenir de sa famille. Il n'avait pas le moindre centime à leur laisser. La Nation of Islam l'avait complètement dépouillé. Je me souviens de lui avoir demandé, naïve comme je suis, « Mais pourquoi est-ce que tu ne pars pas en exil quelque part? On savait tous que ça allait arriver d'un jour à l'autre. » Il m'a répondu, « Tu sais, les forces peuvent nous atteindre où qu'on soit. » Ma mère a essayé de s'en mêler. Elle lui a dit « Zut avec tout ça !» Bon, en fait, elle a employé un autre mot. Pars et tu reviendras te battre un autre jour. Mais mon oncle lui a dit, Ella, de quoi Malcolm X aurait l'air s'il prenait la fuite? De quoi j'aurais l'air, Ella? Tu sais, je m'en veux encore. J'en veux à nous tous. À lui, à moi, à ma mère, parce qu'on n'a pas réussi à le convaincre. Mais finalement, au fond de moi, je le comprends et je l'admire. Lui et le révérend King. Ces 2 hommes qui ont compté dans l'histoire savaient ce qui allait leur arriver. Ils ont tous les 2 fait face. Impossible de fuir. Peut-être. Mais 40 ans après sa mort, ce n'est pas la seule décision que ses proches ne s'expliquent toujours pas.
Nous étions inquiets par le comportement de Malcolm. Il ne prenait aucune précaution pour sa propre sécurité. Avant le dernier meeting, il y a eu une réunion entre nous. Malcolm a écouté nos arguments attentivement, mais il a dit « Personne ne sera fouillé dans le public. Tu te rends compte ? Même après que sa maison ait été incendiée, il a dit « On ne fouillera pas le public. » Il voulait sortir de l'image de la Nation of Islam où tout le monde se faisait fouiller de fond en comble avant d'entrer. Malcolm essayait d'attirer les gens à nous. Quand j'y repense, avec le recul, on aurait dû lui dire stop. En tant que dirigeant de l'organisation, ce n'est pas à vous de prendre cette décision. Le président des États-Unis lui-même ne décide pas pour sa propre sécurité. Mais ça, bien sûr, c'est avec le recul. Sur le moment, il nous avait dit non, donc c'était non. Malcolm nous disait souvent « Je suis un mort en sursis ». Il avait une prémonition. Il savait qu'il ne passerait pas l'année. Il savait qu'il allait mourir. Je n'arrive toujours pas à comprendre pourquoi il ne nous a pas laissé fouiller le public. Mais une chose est sûre, c'est sa plus grosse erreur. Pourtant, comme tous les dimanches après-midi, Malcolm X se rend à l'Audubon Ballroom. Nous sommes le 21 février 1965. Il est près de 15 heures quand Malcolm X gravit les marches du podium. À chaque fois avant de monter sur le podium, Malcolm balançait une phrase clé. Make it plain. Vas-y franchement. C'était le code pour dire qu'il était prêt à prendre la parole. Il a dit make it plain et Benjamin l'a annoncé en disant « Et maintenant, voici un frère qui aime tellement son peuple qu'il est prêt à donner sa vie pour vous. Voici Malcolm X. » Je me souviens de le voir monter sur le podium. Il a salué la foule. Et là, un jeune homme qui était assis à l'avant s'est levé subitement. Il y a eu une altercation. Le jeune a crié « Enlève ta main de ma poche !» ou quelque chose dans le genre. Je ne me souviens pas exactement. Malcolm s'est arrêté de parler. Il a fait le tour du podium. Il s'est penché en avant vers la foule. Il a levé la main comme ça et il a dit « Du calme, frères et sœurs, du calme ». Ça a été sa dernière phrase. Il regardait vers l'endroit où avait eu lieu l'altercation et subitement, il y a eu un coup de feu. Malcolm X est touché en pleine poitrine. Dans les secondes qui suivent, 2 autres hommes se lèvent et font feu à leur tour. Le corps du leader noir est criblé de balles. 16 balles, dont une lui perfore le cœur et l'aorte. Après le premier coup de feu, il s'est redressé d'un coup, comme ça, avec la main toujours en l'air. Il est resté debout, immobile, et c'est là que les tirs ont repris pendant quelques secondes. Malcolm est alors tombé à la renverse et sa tête a heurté le sol. On a entendu un gros crash quand sa tête a touché l'estrade. Et là, je me suis dit, il ne survivra jamais à ça. Le coup a dû lui broyer le cerveau. Betty était assise dans la rangée de devant. Malcolm ne voulait pas qu'elle vienne ce jour-là, mais elle a insisté. Je me souviens de leur fille Atala, elle criait, elle avait le visage rouge sang. Et elle criait, elle criait. J'ai sauté sur l'estrade. Il y avait une de nos membres, Mari Kuchiyama, qui le tenait entre ses bras. C'est là que j'ai vu tous les impacts de balles sur son corps. Il suffoquait. Il suffoquait pour essayer de respirer. Là, je me suis dit, il est perdu. Il devait avoir au moins 8 impacts de balles dans le corps, si larges qu'on aurait pu enfoncer le petit doigt à l'intérieur. Ça ne saignait pas. Le sang s'était déplacé ailleurs, dans le corps. Je l'ai vu expirer. Il est devenu tout blanc. Il avait perdu tout son sang.
Quand tout s'est arrêté, je suis montée sur l'estrade. Sa femme Betty était agenouillée à côté de lui. Tu sais, elle était infirmière. Elle essayait de lui faire du bouche à bouche ou quelque chose dans le genre pour le ranimer. Et là, elle s'est tournée vers moi et elle m'a dit « Muriel, il est parti et je suis enceinte. » Profitant du chaos général, les assassins parviennent à s'enfuir. Mais un garde du corps de Malcolm X fait feu et atteint l'un des 3 hommes à la jambe. La foule se jette alors sur le tueur pour le tailler en pièces. Il est sauvé in extremis par l'intervention de la police. L'homme sera plus tard identifié comme étant Thomas Hagan, disciple de la Nation of Islam. Je suis sorti et je me suis mis là, à côté de l'arbre où il y a la voiture. Juste là. L'hôpital est au coin de la rue, mais quand on les a appelés, l'équipe de secours a refusé de se déplacer, alors qu'il n'y a que la rue à traverser. On a dû envoyer nos gens récupérer un brancard, et on a installé Malcolm nous-mêmes dans la civière. Après, on l'a conduit nous-mêmes à l'hôpital, là-bas. Mais quand on est arrivé, ils l'ont examiné rapidement et ils ont dit « il est mort ». Ils n'ont pas cherché ni à l'opérer, ni à essayer de le ranimer ou de lui faire des électrochocs. C'était fini. Vous pouvez imaginer des médecins qui refusent de se déplacer alors qu'ils sont juste au bout de la rue. Laisser un homme comme Malcolm avec autant de balles dans le corps, ça, je ne l'oublierai jamais. That's something that's always stuck in my mind. On voit la police sur cette photo, mais ils n'ont rien fait avant ça. Le pire, c'est que les 2 hommes qui sont allés récupérer le brancard dans l'hôpital se sont fait poursuivre pour vol de biens publics. C'est totalement aberrant. Je venais d'allumer la radio et là j'ai entendu cette voix annoncer que Malcolm X avait été abattu. Une voix pleine de mépris. J'ai poussé un cri, j'ai lâché ma tasse de café et je me suis effondrée sur le sol. Et là, je me suis mise à pleurer. Malcolm m'a appris ce que ça veut dire d'être noir. Il m'a appris ce que ça veut dire de faire partie de l'humanité. Grâce à lui, j'ai compris que j'étais un être humain. Le lendemain, la mosquée numéro 7 de la Nation of Islam est incendiée. Les proches de Malcolm X veulent-ils venger la mort de leur chef ? Partout dans les rues de Harlem, une rumeur court. Le FBI cherche à attiser la violence entre les 2 clans. Théorie du complot ou provocation policière. Aujourd'hui encore, on s'interroge sur les véritables commanditaires de l'assassinat de Malcolm X. Certes, avec l'arrestation de Hagan, l'implication de la Nation of Islam ne fait plus aucun doute. Mais le jour même du meurtre, il se produit un certain nombre d'événements troublants. À chaque meeting de Malcolm X, dans l'Audubon, il y avait toujours 20 ou 24 policiers présents. Mais ce jour-là, la police de New York n'a envoyé que 2 officiers, en leur donnant l'ordre de se tenir dans le Rose Ballroom, au 2e étage, le plus loin possible de la scène où le meurtre a eu lieu. Il est donc évident que le FBI les a informés que l'assassinat allait avoir lieu ce jour-là, et ils ont reçu l'ordre de se mettre en retrait pour faciliter l'opération. Autre fait marquant, le garde du corps de Malcolm X déclare avoir touché 2 des assassins. Thomas Hagan est arrêté par la foule, mais l'autre homme, lui, parvient à s'enfuir. Herman Ferguson est à l'extérieur de l'Audubon quand il assiste à la scène.
J'ai vu un policier marcher vers moi. Il aidait un homme qui portait un manteau et un chapeau qu'on appelle un fez. Il l'a fait entrer dans la voiture de police sur la banquette arrière. L'homme était plié en deux. Il était touché au ventre et il se tordait de douleur. J'ai entendu le policier dire au conducteur « Fichons le camp d'ici ». Je croyais que la police allait le conduire à l'hôpital, mais au lieu de ça, ils ont tourné au coin de la rue. Et le conducteur a foncé sur la 166e. Il a disparu derrière la colline, je ne les ai jamais revus. Et ça m'a toujours beaucoup intrigué. Le FBI a-t-il facilité le meurtre de Malcolm X? Au terme d'une véritable parodie d'enquête, 2 autres membres de la Nation of Islam sont arrêtés dans les semaines qui suivent l'assassinat. Norman Butler et Thomas Johnson, 2 malfrats déjà connus des services de police pour des délits mineurs. Tout le monde aurait pu reconnaître Norman Butler et Thomas Johnson. En 1962, Johnson faisait les courses et les livrait chez Betty Shabazz et Malcolm X. C'était comme ça. Il a même été le chauffeur de Malcolm. Donc, l'entourage de Malcolm les aurait tout de suite reconnus et ils n'auraient jamais pu entrer dans l'Audubon. Quand j'ai été interrogé par la police, le sergent Ferdinand Capolaro m'a demandé « Pouvez-vous prouver que Norman et Thomas n'étaient pas dans l'Audubon ?» Je lui ai dit « Non, je ne peux pas le prouver, car pour prouver qu'ils n'étaient pas dans l'Audubon Ballroom, il aurait fallu que je sois avec eux ailleurs, ce qui n'est pas le cas puisque j'étais dans l'Audubon Ballroom. » Je lui ai dit « C'est quoi cette question de merde ?» Dans sa déposition, Hagan confirme l'innocence de Butler et Thomas. En vain. En 1966, les 2 hommes sont condamnés à 20 ans de prison. Hagan, lui, écopera de la perpétuité. 11 ans plus tard, il livre le nom de ses complices, tous membres de la Nation of Islam. À ce jour, aucun d'entre eux n'a été inquiété par la justice américaine. Dans la semaine qui suit l'assassinat de Malcolm X, 22 000 personnes défilent en silence pour lui rendre un dernier hommage. C'est tout Harlem qui pleure son fils. 27 février 1965, son corps est conduit au cimetière de Harsdale dans le Queens. Un cortège de 1500 personnes suit le corbillard sous la surveillance du FBI et de la police de New York. Rockefeller, le gouverneur de l'époque, avait fait bloquer toute la route de New York au cimetière. On voyait tous ces hélicoptères au-dessus de nos têtes, les snipers, les agents dans les fourrés, partout des voitures de police. Il y avait un type du FBI et un agent d'État dans la voiture avec nous. Ma mère a fait toutes les funérailles avec une grenade et un pistolet dans son sac à main. On pensait que quelqu'un essaierait de s'en prendre à nous et à ma tante Betty. On n'a rien dit à ma tante, mais ma mère et moi, on avait tout préparé. Et je peux te dire que si quelqu'un tentait quelque chose contre nous, toute la bagnole y passait. Je n'ai pas dit à ma mère que j'allais porter le cercueil. Elle aurait été morte de peur, comme à chaque fois que j'étais impliqué avec frère Malcolm. J'étais devant avec le cercueil, nous l'avons sorti et mis en terre. C'était extrêmement triste. Le jour le plus triste de ma vie. Peter et moi portions le cercueil. Tout le monde essayait de le toucher. Mais bon, moi je me suis mis de côté, j'ai laissé faire. Tous ces gens aimaient Malcolm. Nous l'avions eu de son vivant. Maintenant qu'il était mort, c'était leur tour. Vous attendez toujours que justice soit rendue pour la mort de votre père? Évidemment. Toujours, bien sûr.
On sait qui a fait le coup, mais seuls les seconds couteaux ont été arrêtés, pas les commanditaires. Il y a environ 15 000 pages d'archives du rapport du FBI qui ont été rendues publiques. Mais ils ont bien pris soin, avant cela, de griffonner tous les noms des gens impliqués parce que ces gens sont toujours vivants. Moi, je veux savoir qui il y a derrière ces coups de crayon. Et le destin les rattrapera, un jour ou l'autre. Je ne vais certainement pas consacrer toute ma vie et mon énergie à me venger, mais est-ce que je leur souhaite du bien? Certainement pas. 40 ans plus tard, Malcolm X aiguillonne encore les consciences. Celles des Afro-Américains, celles des femmes, des minorités sexuelles, raciales de tous les pays. Car aujourd'hui encore, transformer la société, c'est savoir la bousculer. By any means necessary. Par tous les moyens nécessaires.